Je parlerai à Portbou en septembre 2020 sur les thèses sur l'histoire de Walter Benjamin et reliées à la vie de Walter Benjamin, en sachant que pour Walter Benjamin, la vie a toujours une dimension politique, elle s'inscrit dans une réalité sociale et politique. Donc j'essaierai de développer cette relation entre politique, pensée, écriture et histoire de vie de Walter Benjamin. Un des points essentiels dans mon approche concerne la question du fait que Walter Benjamin se situe résolument du côté des vaincus et des opprimés. Et toute la question, c'est comment il peut laisser des traces du côté de la parole des vaincus et des opprimés, de telle façon que les vainqueurs de demain, pas uniquement les vainqueurs de son temps historique, mais des vainqueurs de demain, soient confrontés à une parole qui peut être reprise par les vaincus et par les opprimés. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Dans ce point, j'attaque pour la première fois une croyance, une sorte de vérité qui est établie par tous les historiens et par tous les philosophes concernant le rapprochement entre le nazi Carl Schmitt et Walter Benjamin. Ce rapprochement est dû à une lettre que Walter Benjamin a envoyée à Carl Schmitt en 1930 et qui a fait que tout le monde dit qu'il y avait une connivence, une admiration, une sorte de alliance entre le nazi Schmitt et sa théorie de l'État et du souverain et les idées de Walter Benjamin. Je démontre dans ma communication que c'est faux, c'est une erreur très très grave. Effectivement, Walter Benjamin a envoyé une lettre avec une ironie exquise, une ironie extraordinaire, pleine de politesse, en disant à Schmitt que effectivement Schmitt pourrait lire son livre sur le drame baroque pour qu'il puisse mettre en avant sa critique de Carl Schmitt. Et pour résumer très vite, Carl Schmitt décrète le fait qu'il y a un État et dans cet État il y a un chef, un roi ou un dictateur qui est seul à pouvoir décider de ce qui est bien pour le peuple. Or, Walter Benjamin démontre que ce chef est l'incarnation de la misère humaine, je vais un peu très vite là, mais c'est l'incarnation de la misère humaine et qu'aucun chef dans un état d'exception ne prendra des bonnes décisions, il prendra des décisions de tyran, il prendra des décisions meurtrières. Et cette chose se vérifie même de nos jours dans les États où on a effectivement, même par élection ou d'une façon disons, traditionnelle, des chefs d'État, des petits rois ou des grands rois qui décident pour le peuple. Et on constate que Walter Benjamin a raison de dire que lorsqu'on décrète un état d'exception, les mesures qu'un chef va prendre sont des mesures de dictature, de tyran et voire de folie meurtrière. Et seules des institutions portées par le peuple, les êtres humains, les opprimés, peuvent faire obstacle à cette façon de réagir de l'État et du souverain. Donc ça, c'est un premier point que je développerai pour la première fois. Je m'attends effectivement à des critiques, mais je tiens bon et je tiens beaucoup à le porter. Et puis, deuxième volet de mon intervention concerne la langue. Et pour Walter Benjamin, la guerre se mène dans la langue. Et pour lui, il y a une langue sentimentale, une langue pure, qui est composée de sons et de mots complètement sortis de la vie réelle des gens. Et c'est le cas de Heidegger, par exemple.
Et il y a une autre langue qui est une langue qui doit tomber, être macérée, être travaillée par la vie, l'expérience des gens, et c'est cette langue vivante qu'il défend dans tous ses écrits, qu'il retrouve chez Kafka et qu'on peut retrouver chez Paul Celan. Donc là encore, il y a une guerre que Heidegger a gagnée, c'est encore un vainqueur qui a gagné la guerre dans la langue allemande, et dans laquelle Walter Benjamin porte une petite étincelle, des traces du côté de la langue des opprimés, de la langue des vaincus. Et je développe cette idée un peu plus dans ma communication. Et la dernière chose que je voulais dire concerne le fait que le passage que Walter Benjamin essaye de construire dans tous ces fragments de ses écrits, c'est entre Scylla et Charybde, comme dans l'allégorie biblique. D'un côté, il y a Scylla qui est constituée effectivement du nazisme, mais aussi d'un nazisme qui est en connivence, en siamois avec le capitalisme, et il explique très bien comment le capitalisme a des éléments de nazisme, notamment la théorie du progrès, notamment la destruction de la planète, notamment la question de la culpabilité humaine, de Schuld, qui est beaucoup plus que la culpabilité, et qu'entre capitalisme et nazisme, il y a des parentés, et puis de l'autre côté, Charybde, c'est le communisme dans lequel il croit, il est plutôt marxiste, mais il croyait et il croit dans le communisme jusqu'au bout. Et ce communisme qui est contaminé aussi par la dictature, par la tyrannie, par la terreur et par un populisme qui rend bête, qui détruit la pensée. Et donc entre ces deux, comment on peut penser, vivre? Et penser et vivre, pour Walter Benjamin, ce n'est pas une affaire individualiste, mais une affaire de communauté, de collectif. Comment des gens très différents peuvent se réunir, comme ici autour de Pilar à Port-Bou, pour réfléchir, pour penser ensemble. Et c'est cette pensée messianique juive qui est une pensée de la communauté qui intéresse Walter Benjamin. Ce n'est pas un messianisme individuel ou abstrait comme on l'a entendu effectivement aussi ce matin, c'est un messianisme du collectif, la communauté à venir. Et on est en train d'essayer de le porter dans la modestie, puisque c'était aussi un aspect de Walter Benjamin, à Port-Bou.